Ok, bah, je t'avais dit tout à l'heure que je t'apportais un cadeau, donc je vais le chercher, je cuisine. Du bounty. Tiens, Thank you, Mariette. de rien. Le bounty, c'est excellent. Il y a plein de gens qui font genre, c'est dégueulasse et tout. J'avais vu, tu en avais parlé dans une de tes stories. Donc j'ai pensé à t'en apporter puisque tu aimes ça. Tu aimes ça, non? J'adore le bounty. Génial. Ok, donc on va commencer. Bah, normalement, on commence par les présentations. Mais ouais, je dois faire une petite intro quand même. Et voilà, le concept. J'ai pas envie de dire que c'est un podcast, j'ai juste envie de dire que c'est des interviews où je discute avec des personnes que j'apprécie et auxquelles j'ai envie de poser certaines questions. Donc voilà, j'ai appelé ça trip, comme un trip. Mais Comme ton t-shirt. yes, mais sans drogue et sans alcool. Donc on va aller dans un trip vers le soi intérieur. Ok, donc on va commencer par les présentations. Une chose que j'aime beaucoup faire, c'est de demander aux gens de se présenter sans dire leur nom, sans parler de leurs études, sans parler de leur job, tout ça. De dire en fait qui ils sont en dehors du système. Ok. Vas-y, donc présente-toi. Mais je peux quand même dire la Médina ou pas du tout. Vas-y, c'est pas ton nom à l'état civil, non? Vas-y, tu peux dire ça. Donc moi, c'est la Médina. Je pense que je suis un garçon un peu fou parce que je passe mon temps à essayer de comprendre ce que je fais là, alors qu'il ne faut pas faire ça. Pourquoi je pense qu'il faut pas faire ça? Parce que ça sert à rien de savoir pourquoi les choses sont faites comme ça, pourquoi la vie est faite comme ça. Tu vas juste te torturer l'esprit pour rien. En fait. Moi, je crois que c'est dans un film que j'ai vu ça. Le gars disait la vie est une simple expérience, ça sert à rien de comprendre pourquoi on est là, pourquoi telles choses sont faites comme ça, comme ça, comme ça. Juste vis ton expérience et ton voyage, et, comme tu disais, ton trip. Et c'est la meilleure façon d'être en paix. Ouais. En vrai, c'est pas tout qui est compréhensible non plus, donc c'est pas la peine de se tuer à ça. Il y a aussi le fait que je pense que malgré moi, comme on disait, ça sert à rien de chercher qu'est-ce que tu fais là, et tout. Mais je pense que malgré moi, j'ai quand même trouvé une sorte de petite porte de sortie de ce truc-là, qui à la fois me permet de ne pas penser à ce que je fais ici, et à la fois trouver ce que je fais ici. Je pense que j'ai trouvé un entre-deux en fait. Et je pense que cet entre-deux, c'est la vision la plus simple possible. En gros, c'est un peu. Je pense que je veux incarner le fait que il s'agit de poétiser la vie la plus banale en fait. Genre, ça sert à rien d'être dans des conditions les plus belles et, comme tu disais, carrées dans la société, dans les meilleurs endroits, prendre les meilleures photos, nanana, pour se dire que, ah ok, ça c'est la vie qu'il faut et ça c'est l'idéal à avoir. Je pense que là, j'essaye de transmettre ce message de ce qui est banal n'est pas forcément banal et ça dépend de le regard que tu portes dessus. Tu peux voir des pagnes séchées au soleil ou un truc comme ça, mais juste à tel moment, à tel endroit, tu l'as vu avec tel éclairage, telle lumière, ce que tu as ressenti à ce moment, ça t'a rappelé un souvenir d'enfance, un truc comme ça. Ça va rendre ce truc banal, poétique. Ouais. Et je pense que c'est ce que j'essaie de transmettre au max dans tout ce que je fais. En fait. Ok, comment tu fais ça? Je dirais par l'écriture. En fait, j'ai remarqué que à tel moment de ma vie, je lisais beaucoup et ça influençait un peu ma façon d'écrire au quotidien. Du coup, j'ai malgré moi laissé tomber un peu la lecture pour me concentrer sur l'écriture, retrouver cette essence que j'avais avant. Et c'est en faisant ça que justement j'ai trouvé cette vision qui est de poétiser les choses les plus banales et ordinaires. Donc ça passe par, là par exemple, une conversation qu'on va avoir, je vais penser à un truc, puis je vais l'écrire. Me balader dans la rue, voir tel personnage, être telle panne qui, comme on disait, qui sèche et tout ça.
que je vais retranscrire de cette façon. Donc j'écris pas tout le temps, mais juste dès que ça me prend, je vais noter telle idée, tel truc. Et quand je vais vouloir écrire un podcast ou une chanson, un truc comme ça, je vais regrouper toutes ces phrases qui vont un peu dans le même thème, l'amour, le quotidien, nanana, et je les mets ensemble. Ok. Il y a une chose pour laquelle, la chose principalement qui m'a fait penser que je devais discuter avec toi et que j'admire, c'est comment tu arrives à être vulnérable sur tes réseaux, comment tu arrives à t'exprimer et à limite dire tout ce qui se passe dans ta tête. C'est l'impression que j'ai. Et c'est quelque chose que j'admire et que je trouve super courageux. Quelque chose que j'aimerais pouvoir faire aussi. Parce que je pense que j'ai quand même beaucoup à dire, mais j'y arrive pas. Parce que j'ai peur d'être vulnérable. Et voilà, ma question c'est juste comment tu fais? Je pense que ça vient depuis que je suis tout petit. Je m'en fous de ce que les gens vont penser de moi, de ce que je vais dire, et tout ça. Justement, quand on me disait t'es bizarre, je disais merci. Depuis toujours. C'est toujours comme ça. J'ai jamais pris mal qu'on me dise t'es bizarre, faut pas faire des choses comme ça, nanana. Que ce soit mes parents ou mon père, par son âme, il avait honte que je fasse certains trucs, que je m'habille de telle façon et tout. À l'époque des Supra et tout ça, il mettait des t-shirts fluo, casquettes. Ah non. Ouais, c'est bien ça. Et je m'en foutais en fait parce que je voulais vivre ces choses-là en fait au maximum parce que j'avais envie. Et c'est aussi une façon de se chercher, de se tester, tu vois. Tu vas tester tel truc, tu vas te rendre compte qu'en fait ça va pas trop avec toi. Et ça te façonne, toi, humainement. Parce que tu n'as pas attendu le regard des gens pour dire ça, je vais arrêter de faire ça, ils vont me faire les choses comme ça et tout. C'est toi-même et toi seul en te regardant dans le miroir, tu as dit, ah, finalement, ça en jette, ça en garde, ça en jette, ça en garde. Et c'est aussi beaucoup, malgré vous, je dirais, un exutoire pour moi, en fait. Parce que je vous fais subir mes pensées que je mets sans filtre et tout ça. Moi, c'est plus, je devrais m'excuser même auprès de vous, limite. Donc, c'est une thérapie pour moi de faire ça. Et je pense qu'il y a aussi ce côté, comme tu disais, toi, tu as peur d'être vulnérable de cette façon. Et moi, je pense que j'ai peur d'être vulnérable dans certaines situations. Parce que j'ai expérimenté le fait que je me donne trop à certaines personnes. Et je me retrouve justement dans des situations assez délicates. Et du coup, ça fait que souvent j'ai ce besoin et cette envie de l'être avec des personnes. Et je me dis, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que limite, même souvent, je me dis, est-ce que cette personne le mérite? Tu vois? Parce que comme tu disais, c'est on dit, courageux de faire ça et de se montrer son vrai jour en tant que vulnérable et tout ça. Donc, est-ce que cette personne mérite vraiment que je sois aussi authentique et pur avec elle? Et même ça, souvent, je me demande, parce que ça revient à être différent avec d'autres personnes et avec d'autres aussi d'être vulnérable. Alors que je pense qu'il vaudrait mieux l'être tout le temps avec tout le monde, en fait. Tu penses? C'est pas risqué? En fait, c'est risqué, mais ça revient à être authentique à 100%. Alors que si tu es vulnérable avec telle personne et d'autres non, t'es pas toi-même avec tout le monde en vrai. Tu fais un tri. Après, ouais, peut-être que c'est, comme tu disais, c'est un peu risqué, peut-être que certaines personnes ne méritent pas ou vont utiliser ça contre toi. Il y a des gens comme ça. Mais après, comment il s'appelle le gars là? Keanu Reeves, le gars qui a fait Matrix, l'acteur. Il disait il refuse de vivre dans un monde pour être gentil et considéré comme une faiblesse. Et moi, je suis à propos de ce truc. Je pense que, quitte à être perçu comme trop gentil ou trop bon, trop con, comme on dit de ça, je préfère quand même être gentil et vulnérable. Ok, génial. J'aimerais te demander si tu as une anecdote ou voilà, raconter une situation où ta bizarrerie t'a été utile ou t'as fait, je sais pas, te démarquer ou t'a rendu heureux. Juste le simple fait que tu sois comme tu es parmi tant d'autres personnes, ça a apporté un plus. Si tu as une anecdote d'une situation ou d'un truc que tu as vécu. Ben, il n'y a pas vraiment une anecdote précise, mais ce que je peux dire, c'est que par exemple,
souvent quand on va en boîte ici à Abidjan, en club et tout, euh, la plupart des gens sont assis et ils font le malin, ils ont posé des bouteilles sur la table et tout ça. Alors que mes potes et moi, mets-nous juste de la bonne musique, on va prendre deux, trois bières et puis on va enflammer ta soirée, tu vois. Et, et après, ils sont en mode, justement, ces gens qui sont assis, vont venir te voir, ah, tu prends quelle drogue, toi, t'es sur quoi, je veux la même chose et tout. Non, en fait, tu vois. Et c'est, en fait, souvent être bizarre et soi-même et tout, ça encourage certaines personnes peut-être à faire la même chose ou à justement, ça peut créer des connexions avec ces gens, ils vont t'approcher pour faire connaissance, discuter et tout, et emmener d'autres connexions qui seront bénéfiques pour toi. Mais est-ce qu'il y a une anecdote bien précise? Mais je trouve ça excellent parce que je trouve que ça montre que ça s'accompagne d'une certaine liberté qui donne envie aux autres d'être libres aussi. Et ça, c'est génial. Ma prochaine question, c'est de choisir. Tu vois, par exemple, Ouais. je réfléchissais beaucoup à ça la dernière fois. Le fait d'être 100% soi-même, il y a forcément des failles parce que tu vois, un gars comme Donald Trump ou Kim Jong-un, on peut leur blâmer tout sauf le fait qu'ils sont eux-mêmes. Ouais, ils sont Ils cash. sont cash et 100% eux-mêmes, ils assument qu'ils sont. Donc, est-ce que être 100% soi-même, souvent, c'est l'idéal? Moi, je sais C'est pas. chaud. C'est chaud. Parce qu'on se montre avec ses défauts aussi, dans tous les Ça cas. vient avec les défauts. Ouais. Ouais. Faut Après, je savoir. pense que tu peux avoir des petits défauts, ils acceptent et tout, mais quand c'est des défauts à l'échelle nationale et mondiale, Ouais, là, c'est chaud. Oui, c'est quoi tes défauts? c'est quoi mes défauts? Je réfléchis trop, donc ça me bloque souvent des portes. Souvent, je rate même venir là aujourd'hui, j'aurais pu inventer une excuse de ne pas venir par overthinking, tu vois. Mais justement, ça me ferme des portes, donc j'essaie de passer outre ça. Quel défaut encore? J'ai très souvent la flemme. Ok. Trop souvent la flemme, du coup ça m'arrive de procrastiner. Ça m'arrive de ne pas, de refuser certaines sorties si je sais que où je vais aller, je ne pourrais pas me garer. Ah ouais, ça c'est particulier, ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est Ah très ouais. précis comme fait que j'ai refusé Ouais, les sorties. ouais, c'est précis. Souvent pour ça. Parce que je sais que où je vais, j'aurais du mal à me garer, ça me casser les couilles, et du coup je peux aller. Ou on est passé me prendre, je suis à Lyon ou un truc comme ça, mais ou alors je vais même pas. Ah ouais. Il y a quoi dans le fait de ne pas pouvoir te garer qui fait que tu préfères rester à la maison? C'est chiant en fait. En fait, je pense que c'est un trauma du Liban. Parce que quand j'étais à la fac, je vivais à Beyrouth. Et va te garer à Beyrouth. C'est chiant comme la mort, c'est pas possible. Disons que le resto il est là, tu vas te garer genre 15 rues. Ah Putain. ouais. Et puis tu marches. Et tu dois marcher, c'est ça. Ou bien tu dois payer dans des parkings payants. Et tu dois payer les parkings. Et vu que j'étais étudiant, j'avais pas d'argent. Je ne vais pas payer pour un parking. Tu vois. Ouais. Donc ça te suit jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est un trauma qui me suit jusqu'à aujourd'hui. Quoi encore? Plus deep, je pense que j'ai pas envie de ressembler à mon père. Parce que, par exemple, mon père, moi je le voyais comme l'exemple à ne pas suivre. Alors que c'est triste de penser ça, tu vois. Au contraire, tu as envie de t'identifier à ton père et tout. Moi, non. Moi, dès qu'il faisait ou disait un truc, c'était le contraire. À 200%, je devais faire le contraire, tu vois. Parce que je voyais les retombées de ce qu'il faisait, tu vois. J'avais les résultats. Donc, je me dis, fais le contraire, ça ira mieux peut-être. Et Il était comment? il était comment? Il était trop susceptible, trop dans l'émotion, trop dans des pseudo-règles de masculinité, tout ça. Donc, je pense que, en fait, il y avait un gros manque d'ouverture d'esprit, tu vois, beaucoup de fierté, beaucoup d'ego. Et moi, avoir ça, je préférais justement m'enfermer dans ma tête et réfléchir à pourquoi il agit comme ça, pourquoi Et souvent, j'essaie de me mettre à sa place et tout, mais c'est chiant quand lui, il essaie pas de se mettre à la place des autres, tu vois. Donc, c'est l'exemple à ne pas suivre. Et mine de rien, le fait de penser comme ça m'a permis de, je pense, être une meilleure version de lui. Tu vois, peut-être la version qu'il aurait dû être, tu vois. Et j'espère que ça va
perpétuer. sur mes enfants et ma famille, mes amis et tout le reste, quoi, tu vois. Parce qu'on n'en parle pas assez, je pense, mais il y a les traumas familiaux au fil de quand tu grandis et tout ça, te niquent la tête, le cœur, l'âme et tout ça. Et ça se ressent après dans ton travail, dans tes amis, tes relations amoureuses, comment tu vas traiter ta femme, ta copine, ton mec et tout ça. Et je pense que c'est des choses, c'est des défauts. euh, Peut-être même, je pense que le vrai défaut de ce truc, c'est d'essayer de combattre ça, au lieu de l'accepter en fait. Qu'il y a forcément des choses que tu vas calquer de ton père ou de ta mère, de sélection naturelle, tu vois. Mais juste prendre le bon, enfin pour toi, et garder le mauvais Ouais. ailleurs. Est-ce qu'il y a des choses de lui, de sa personnalité dont tu as hérité, qui sont bonnes ou mauvaises? Qui sont bonnes ou mauvaises? Euh, Mauvaises, je pense que c'est. On revient au trauma de ne pas pouvoir se garer là. Mais Ok. si j'extrapole, c'est dans le sens où il n'aime pas que sa tranquillité soit troublée. Ok. Tu vois, ça, je pense, c'est un truc que j'ai pris de lui. C'est dès que ça coûte ma tranquillité, c'est trop cher. Ok. Tu vois, il me faut cette. Parce que je me suffis déjà à moi-même à penser H24 à tout et rien. Donc ne viens pas trop me mettre des bâtons encore dans les roues, tu vois. Donc je pense qu'il y a ce truc. Le côté bon, c'est que à la fois bon et mauvais, parce que c'est une personne qui faisait tout ce qu'il avait en son pouvoir pour nous mettre bien, Ok. tu vois. Tout, et sans même broncher ou sans en parler ou sans se plaindre, tu vois. Même qu'il avait tous les problèmes et tout, hein, il n'en parlait pas, il restait dur, tu vois. Et je pense que c'est à la fois bien, mais à la fois mauvais de garder ça, tout ça en toi, tu vois. Je pense que s'il il en parlait, ça aurait été mieux. Tu vois, juste en parler sans ça être. Ma prochaine question. Il y aura beaucoup de chiffre 3 durant l'interview, je ne sais pas pourquoi, mais je demande toujours trois choses. Là, je vais te demander de décrire l'artiste que tu es en 3 mots. Un artiste que je suis en 3 mots. Euh, mais vulnérable, du coup. Euh, Personnel. Quand je dis personnel, c'est plus. Il y a Nekfeu qui a dit que la plupart du temps, les choses les plus personnelles sont bizarrement universelles. Le truc que tu penses qui ne te concerne que toi, ça touche en fait des millions de personnes. Tu vois, juste si tu trouves les bons mots pour le dire, tu vas toucher ces millions de personnes qui ressentent la même chose que toi mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Donc vulnérable, personnel, et on va dire décalé, je pense. Ok. Décalé. Est-ce que tu peux citer 3 événements marquants qui ont façonné l'artiste que tu es, l'artiste vulnérable, personnel et décalé que tu es? Euh, Ben, je pense mon premier Goumin, Ok. quand j'étais à course et lignée. C'était en quelle année? Je ne pourrais pas dire l'année, mais je pense que j'avais. C'était en C'était tout petit, tout petit? cinquième ou quatrième. Ok, ok. Je sais pas on a quel âge à ce moment-là. Je sais pas, peut-être 12, 13 ans, je crois. Peut-être, ouais, 13, 14, un truc comme ça. Mm. Donc, premier Goumin, c'est là que je me suis. Ça m'a rappelé un mème. C'est Tu quoi? vois le mème, enfin, c'est précis, mais je pense que tu vas te rappeler. Tu vois le mème du petit qui s'est fait gueuler dessus par son papa. Du coup, il allait dans sa chambre, il a mis son téléphone comme ça, et puis il dit attends, vous serez une mixtape. Non, je ne connais pas, mais j'imagine. Parce Ah que ouais, j'ai ressenti la même chose ok. quand j'ai eu mon gourmet, je suis rentré dans ma chambre, puis là, je commençais à écrire des trucs, genre, j'ai trop déversé mes émotions, mes Mais ça sentiments et tout. inspire grave. Et donc, c'est peut-être ma première initiation à le fait d'écrire ce que je ressens. Quoi encore? Je pense là, normalement ça devrait passer en 3, mais la mort de mon père. Ok. Mais en 2, qu'est-ce que je pourrais dire qui a façonné tout ça? Je pense que le deuxième événement, c'est quand parce que j'ai pas reçu d'éducation musicale à proprement parler de mes parents. Ok. J'ai fait ma propre culture musicale.
Et bizarrement, c'est aujourd'hui que je rattrape tous les trucs que mes parents écoutaient, mon père, la musique arabe, libanaise et tout ça. Je me surprends à regarder des films égyptiens. Ok. Alors que quand ça passait sur à la télé, sur les chaînes de mon père, là, moi je me dis, c'est quoi ce truc? Ils sont même pas drôles et tout. Et je me surprends à regarder ça sur Netflix et tout, et des films égyptiens et tout. Et je rigole en plus. Donc je pense que c'est quand j'ai commencé à écouter du rap, à m'intéresser à la musique, à écrire. Ça c'est peut-être en deux. Et en trois, justement, l'amour de mon père. Ok. Je pense que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur qui je suis, qui je veux être, qui sont les gens autour de moi qui en valent vraiment la peine. Et même le fait même si je galère encore, mais le fait de lâcher prise. Parce qu'il y a, on est trop dans le quotidien, tête dans le guidon, à Ouais, pas la vouloir avoir de tête. l'argent, à travailler dur, à se stresser pour des trucs qui au final n'en valent pas vraiment la peine. Et je pense que sa disparition m'a permis de comprendre ce truc de lâcher prise. Moi je vois qu'il y a une situation qui commence à me stresser et tout. Je prends du recul et je me dis, bon, tu peux mourir dans la minute qui suit, est-ce que ça va vraiment t'affecter ou changer quelque chose à ta vie, tu vois? Je vois souvent des gars stressés pour des shootings, pour tel accessoire qui manque sur la table. Moi, c'est assez important pour le travail, pour le résultat que tu veux et tout, mais quand tu prends du recul, en vrai de vrai, on prend du recul, on voit qu'il y a très peu de choses qui en valent la peine dans la vie, quoi. Vraiment, de s'énerver en tout cas, et de le prendre mal et d'être jaloux. Il y a très peu de choses qui en valent vraiment la peine. Et quand je le voyais stressé, revenir du travail, il est tout stressé à cause de l'argent, à cause de telle dette, à cause du jour au lendemain, pouf, il est parti, tu vois. Et il a laissé tout ça là. Ouais, Tu vois, donc ça sert à rien ça vaut pas la peine. ça vaut pas la peine de se stresser, la vie, pour des choses. Ça m'arrive de discuter avec d'autres artistes et tout. Et quand on parle d'inspiration, il y en a beaucoup qui vont dire, bon, peut-être que moi-même ça m'est déjà arrivé de dire ça, mais que c'est quand il y a les moments difficiles qu'ils arrivent à créer, qu'ils arrivent à faire naître quelque chose de ça. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu arrives à créer quand presque tout, disons, va bien? Quand tout va bien, bon, en fait, oui et non. Parce que il y a des chansons que je peux écrire qui sont pas vraiment, je sais pas vraiment dans un bad mood quand j'ai écrit, parce que c'est l'intention que je voulais, c'était justement, on va dire l'enjaillement, tu vois. Donc, je vais écrire des trucs assez positifs ou voire même assez légers, tu vois, qu'on peut vite oublier, mais dans la vibe ça passe, tu vois. Mais je pense que les trucs les plus, on va dire, forts qu'un artiste peut créer, c'est quand il était dans le mal, en fait. Ouais. C'est même pas le cas de ça, je pense. Comment tu fais pour écrire si t'es jamais dans le mal? Ah ouais. C'est clairement ça, en fait. Je pense que les trucs les plus forts qu'on peut écrire ou véhiculer ou transmettre, c'est quand on est mal, on est triste, on a vécu un traumatisme. Ouais. Puisque tu te retrouves quand même dans ça, là j'ai envie de te demander de me parler d'une œuvre qui est née d'un moment de souffrance, de parler de ce moment-là et de parler de l'œuvre et comment le processus a suivi son cours pour que cette œuvre-là puisse naître. J'ai pris mon temps. Enfin, le dernier en date, je pense, j'ai pris mon temps. Ok. C'est une chanson qui est inspirée, encore une fois, d'un commun. Euh, et quand j'ai entendu l'instru, à la base j'ai enregistré un podcast, j'écrivais un podcast et tout. Et puis je cherchais des musiques justement dans ma banque son et tout ça. Et quand j'ai écouté l'instru, les paroles sont venues toutes seules en fait. J'ai commencé à écrire en 15-20 minutes, j'avais écrit la chanson. Et voilà. Raconte-moi le gourmet. Je veux savoir. De quoi? Le gourmet. Le Goumin. C'est un Goumin très particulier parce que j'ai beaucoup appris de cette personne. Ok. Dans le sens où elle m'a fait comprendre que tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un. Ça ne veut pas forcément dire que. Tu réponds? Allez. Ça ne veut pas forcément dire que vous serez en couple, que vous allez vous aimer, que nanana et tout.
mais elle m'a appris à gérer cette dualité entre on va dire, c'est un mot qui est fort, mais la haine que tu peux avoir envers une personne et le fait d'accepter justement le fait qu'il y a des gens qui rentrent et sortent de ta vie et ils vont t'apprendre des choses, tu vas apprendre des leçons par tout ça. Et c'est quand j'ai essayé d'écrire cette chanson, j'ai essayé, enfin, j'essaie de transmettre le fait que euh, ça me fait mal on va dire, de dire au revoir. Euh, Parce que c'est difficile, je pense, de nos jours surtout, de, de ressentir de vraies connexions avec des gens en fait. On est trop dans la surconsommation, on va dire, genre, allez, on est attiré par telle personne, on baise et on avance, tu vois. Du coup, quand tu rencontres une personne avec qui tu as une vraie connexion, un vrai feeling, t'as pas envie de lâcher ce truc. C'est maintenant que ça s'arrête. Et souvent, il faut que ça s'arrête et lâcher parce que au fur et à mesure, ça te fait plus de mal que de bien, tu vois. Et surtout quand la personne en face te montre que c'est pas réciproque, lâche l'affaire, ça sois pas un forceur, tu vois. Donc, je pense que j'ai essayé de transmettre ce truc de merci de m'apprendre ces choses. Justement, ça s'appelle J'ai pris mon temps. Donc, merci de m'apprendre ces choses, merci de la phrase un peu bizarre, mais merci de m'avoir fait mal, en fait. Ok. Tu vois? Donc, je pense un peu ça. Tu es comment quand tu es amoureux? Je suis comment quand je suis amoureux? Je sais pas. Je pense qu'il faut demander aux gens avec qui j'étais. Ils me diront. Donc, Il y a des gens, ils vont te dire, quand je suis amoureux, je passe tout mon temps à penser à la personne, il y a personne mais d'autre ça, que je oui. vois, ce genre de trucs-là. Oui, ça, je pense que oui. Je pense beaucoup à cette personne, je me demande est-ce qu'elle va bien, qu'est-ce que je peux faire si ça ne va pas, ou comment lui remonter le moral, ou qu'est-ce que je peux faire pour lui faire plaisir au quotidien, sans forcément se ruiner à acheter tel cadeau, tel truc. Je pense qu'il y a des petits trucs qui sont beaucoup plus forts que des bijoux, des cadeaux, des trucs comme ça. Parce que, juste là, les bounties que tu m'as offert, pour moi, c'est un truc de ouf, tu vois. Moi, ça, c'est mieux qu'un bijou. Tu vois. Parce que tu as pensé à une vieille historique que j'ai mis, les bounties. Moi, c'est déjà beau, tu vois. Et moi, je suis plus à propos de ce genre de love language, en fait. Ce genre de détails que tu vas noter au fur et à mesure, le ressortir même des années plus tard, que tu te souviens. Notre chanson préférée. Bref, je suis plus ouais, du coup, ça peut répondre à la question. Je pense que Ouais, je suis c'est plus bon. dans le détail, en fait. Sur la même lignée de Love, j'ai fouillé un peu sur ton profil et j'ai ressorti ça. Oui. Il dit, de nos jours, j'ai l'impression qu'il faut demander la permission et le consentement avant de tomber amoureux. What does it mean? Ça revient à ce que je disais, le côté réciproque, en fait. Parce que c'est comme si tu sens tu sens que cette personne est à part, en fait. Que pour une fois, tu as rencontré quelqu'un avec qui t'as pas juste envie de coucher, mais tu veux vraiment connaître cette personne et l'aimer pour ce qu'elle est, en fait. En fait, c'est trop chelou, surtout pour quelqu'un comme moi, de ne pas avoir cette frustration d'être dans le lit avec une fille et qu'il se passe rien, tu vois. Et que je me sente bien par rapport à ça. Parce que juste le fait qu'elle soit là, moi, ça me va. On n'est pas obligé de coucher, tout. Juste le fait qu'elle soit là, qu'on écoute de la musique, qu'on mate un film, qu'on mange, qu'on discute, qu'on ne se dise rien même carrément. Pour moi, c'est rare ce truc-là. Et quand je trouve ça, je me dis, c'est tellement beau, c'est tellement fort, je pense que ça s'arrête. Mais souvent, c'est pas réciproque. Parce que ça revient à ce truc. Limite, à la minute où je commence à ressentir ce truc, il faut que j'aille demander à cette personne son consentement de est-ce que je peux ressentir ça pour toi. Ouais, parce qu'il ne faut pas après que je me cogne la tête Exactement. devant. Ok, je comprends. Tu en as marre d'être célibataire? J'en ai marre d'être célibataire. C'est ça la question? Oui. Non, je pense pas. En fait, je préfère être seul que mal accompagné. La phrase est toute simple. C'est comme on disait, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un pour l'illusion de l'amour en fait. Alors je sais tant bien que mal que je veux juste son corps et passer à autre chose. Et au final, je vais passer pour un gros salaud. Elle va être brisée. Moi, je serai brisé de l'avoir brisée. Finalement, tout le monde est perdant dans l'histoire. Donc,
Comme on disait, je lâche prise. Je laisse les choses se faire. Ok, on va parler un peu de la musique parce que je pense que c'est un aspect qui est très très important dans ta vie. J'ai fouillé un peu et j'ai écouté, enfin j'ai regardé le clip de Toi et moi. Et j'avoue que c'était la première fois que j'écoutais tout et que vraiment j'étais, disons, focus sur le morceau. Et il y avait toujours une vraie sensibilité que tu montrais. Même dans ta voix, il y avait des cassures à certains moments, pardon. Voilà, je trouve ça extraordinaire. Et il y a une parole une phrase que j'ai notée. Tu disais, je n'ai pas d'argent, mais j'ai la musique. C'est presque pareil. Je pense que cette phrase, c'est clairement la meilleure façon pour moi de définir la passion en fait. On fait tout ça, même toi je pense que tu es dans ce domaine et tu fais tout ça parce que tu es passionné par ça, par le message que tu veux transmettre, tu fais partie intégrante de la culture créative ivoirienne et même africaine, tu vois. Et moi c'est comme ça que je te vois en tout cas, tu vois. Ok, c'est énorme, mais Pas trop de pression. ouais. Mais ça rejoint tout ça. Genre, la plupart des gens qu'on côtoie, qu'on connaît, nos amis artistes et tout ça, on ne roule pas tous sur l'or, sauf pour une poignée d'entre nous qui ont des parents bien aisés et tout ça. Donc on fait tout ça par passion et pour moi la musique, avec ou sans argent, c'est un truc qui me touche, qui me libère, comme on disait, pour vraiment déclencher cette bizarrerie qu'en moi, là, même moi, la musique que j'aime, en fait, je vais devenir fou et pour moi, ça n'a pas de prix. Oui, ouais, je crois que c'est la meilleure façon de le dire. Je sais pas, l'argent. Moi, j'ai la musique, ouais. Ouais, parce que je sais pas, peut-être l'argent va t'aider à ressentir certains trucs, à vivre certains trucs, mais ça pourra jamais me faire ressentir ce que la musique me fait ressentir, tu vois, ça c'est autre chose. Génial. À quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu te lances? Parce que je pense que c'est quand même récent que tu montres en tout cas ce que tu fais avec la musique, tout ça. À quel moment tu t'es dit que voilà, c'était le moment et qu'il fallait que je commence à, disons, m'exprimer publiquement, si je peux dire ça comme ça? En fait, il faut savoir déjà que j'écris depuis très longtemps. Et je fais aussi, j'écris des chansons, j'ai fait des vieilles chansons qui vont jamais sortir. C'est éclaté et tout. Ah, ça, c'est toi qui le penses. Mais souvent, je retombe dessus et la musique, quand même, elle est éclatée. Je vois que mes placements sont pas en rythme et tout ça. Mais souvent, il y a des paroles que je reprends. Genre, même dans l'album qui va bientôt sortir, là, il y a des paroles de 2017, tu vois, de vieux sons que j'ai fait. Et je vais les récupérer et tout parce que ça me touche toujours autant. Mais j'écris depuis longtemps, je fais des sons depuis longtemps. Sauf que moi, je crois beaucoup à l'aspect de visualiser en fait. Et pendant longtemps, j'arrivais pas à visualiser le fait de me voir, par exemple, sur scène, en train d'interpréter un morceau, tu vois. Et le moment où j'ai réussi à visualiser ça, je me suis imaginé sur scène en train d'interpréter une chanson live avec même des musiciens et tout ça, et je l'ai ressenti concrètement dans ma tête. Je me suis dit, bon, ok, on peut peut-être faire un truc. On peut essayer, tu vois. Parce que je sais pas qui a dit une fois, si tu peux le rêver, c'est que tu peux le faire, tu vois. Donc je me dis, à partir de ce moment, je me suis lancé, je me suis dit, bon, on va essayer pour voir sur ça. Ok. Là, on tire vers la fin. Et je viens de te demander de façon simple, c'est quoi ta définition du bonheur? Définition du bonheur. T'as vu le film À la poursuite du bonheur avec Will Smith? Non, t'as pas vu. Mais tu vois de quel film je parle? Où il tourne avec son fils. Non? Enfin, il est encore sur Netflix. Ok, Si tu je vais aller voir. Si tu veux le voir. Et en fait, je pense que je vais essayer de parler de ce film. Peut-être que ça va introduire la réponse. Dans le film, Will Smith est marié à une femme et tout. Ils ont un enfant qui est Jaden, son fils. Ils se sont lancés dans une affaire. Disons par exemple, c'était le coût de leur vie en fait. Ils ont mis toutes leurs économies dedans et tout. Et ça n'a pas marché. Du coup, ils passent leur vie dans le présent à galérer, à avoir des dettes, à
retard sur le loyer, l'amour n'existe plus entre eux, son fils, il n'a pas les cadeaux qu'il veut pour son anniversaire et tout ça. Et, sauf que lui, tout le long du film, il lâche pas l'affaire. Ok. Tu sens que c'est un personnage qui est très complexe dans le sens où il est déterminé, mais tu sens dans son regard qu'il y a quand même une part de peur en fait. Il n'est pas entièrement sûr de lui, de ce qu'il fait, mais il sait qu'il doit faire ces choses-là et il les fait. Tu vois. Et sa femme le lâche parce que, je ne veux pas dire ça, mais elle est un peu lâche. Tu vois, elle a pas envie de vivre certaines choses, certaines duretés de la vie et tout ça. Donc elle s'en va. Et lui reste avec son fils et il enchaîne ce qu'il a à faire, il se débrouille et tout. Il fait même un stage non payé qui va peut-être potentiellement déboucher sur un boulot qui va lui rapporter de l'argent, mais il est que dans le doute, que dans la débrouillardise et tout ça. Et il se donne tellement à fond, il donne tout ce qu'il a, qu'il y arrive en fait. Il réussit à avoir son job et je crois qu'on capte à la fin du film qu'il est devenu millionnaire ou un truc comme ça. Bon, c'est aussi les films hollywoodiens, il faut garder l'espoir à la fin et tout ça. Et tout. Mais je pense que suite à ce film, ma définition du bonheur, c'est pourquoi tu es capable de souffrir. Parce qu'on a tendance à rejeter la négativité au profit justement d'une positivité que je trouve toxique. Tu vois, je pense qu'il faut accepter certaines souffrances, certains trucs, parce que c'est ça qui va te façonner au final. Et même tout ce qu'on disait, on rêve de trucs, on fait des trucs, on gagne même pas un copec dessus et tout ça. Mais pourquoi on le fait? Parce qu'on aime ça, on souffre. C'est pourquoi tu es apte à souffrir, parce que j'aime ça, parce que je veux faire ça et au final, ça sûrement me rapporte un truc. Ça va payer. Ça va payer. Donc je pense que ma définition du bonheur, c'est ça. Ok. Je pense. Tu es heureux? En ce moment, je vais dire oui, même si les êtres humains en veulent toujours plus. Je vais dire oui, parce que je suis reconnaissant de tout ce que j'ai en fait. D'avoir une famille encore, de rentrer à la maison, ma mère est toujours là. D'avoir un travail, j'ai de l'argent qui rentre, j'ai une voiture. En fait, c'est comme ce qu'on disait par rapport à mon père tout à l'heure, le côté lâcher prise là. Ça te permet d'apprécier les petits trucs de la vie qui, dans le fil du quotidien, on pense que c'est acquis en fait. Alors qu'il y a des gens, on voit ce qui se passe en Palestine, au Congo en ce moment. Il y a des choses, pour nous, c'est normal, c'est naturel, on va manger à midi un burger, il y a des gens, ils ne font même pas ce truc. Donc j'essaie d'avoir cet état d'esprit d'être méga reconnaissant de tout petits trucs qui vont bien dans ma vie et j'avance à ça. Ok, bah, génial. C'était ma dernière question et ça finit très bien puisque la réponse était oui. Donc voilà, on est à la fin de cette interview trip et de ce trip, j'espère que tu as passé un bon trip. Oui. Et que voilà, peut-être ça te sera ouais, génial. Invité génial, donc forcément un trip génial. Donc ouais, c'est bon. Je ne sais pas si tu as envie de faire un teasing sur ton album, de parler de tes projets un peu avant qu'on coupe. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'album devait sortir en novembre. Ok. J'espère qu'il va encore sortir en novembre. Au moment où je dois recevoir certains mix ce week-end là, on verra. Sinon, ce sera fin novembre, début décembre à la rigueur. Et j'espère que ça va vous plaire. Hein, c'est quoi qui retarde la sortie? C'est les mix. Okay. Mon arrangeur a beaucoup de responsabilités, de travail, de boulot. Donc on essaie tant bien que mal d'allier et tout. Et aussi le fait que je ne veux pas bâcler le truc. Parce que franchement, en vrai de vrai, l'album c'est sorti longtemps. Mais à chaque fois je reviens sur les mix, je veux rajouter des ambiances, je veux modifier tel longtemps. J'espère que ça va aboutir. Oui, j'espère, franchement j'espère que... En tout cas, si j'arrive à un résultat qui me plaît, j'espère que ça va me plaire. Oui, c'est l'essentiel en vrai. Donc voilà. Merci Mehdi, merci la Médina. Merci beaucoup Mariette. Okay. C'est la niche. C'était pas la niche. Non, c'est pas la niche. Bah, c'est fini. Quoi, c'est trip? Ouais, c'est Trip. Trip et Mariette. Je vais mettre sur mon compte et je vais créer un compte pour Trip et puis je vais faire des publications conjointes, en collab. Nice. C'est bon, il faut couper.